on est une marque icône, puisqu'on est représenté dans le monde de l'art. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous avez pris un contre-pied total. Les magazines, certains livres sont obsédés par la relation marque-artiste. Vous, c'est l'inverse. En effet, les marques sont beaucoup étudiées par rapport aux consommateurs, par rapport même aux employés. Et il manquait un acteur qui nous paraissait important, surtout aujourd'hui où les marques se veulent culturelles. C'était de voir comment, eux, les artistes, rentraient en relation avec les marques. Et plus que ça, pourquoi, comment ils les utilisaient dans leurs œuvres. Et cette question, on a voulu la traiter vraiment de façon très transversale, c'est-à-dire dans différentes époques, donc 19e, 20e, 21e siècle, et puis aussi différents styles artistiques. Donc on a de la peinture, évidemment, de la photographie, des romans, du graphisme, donc de la chanson. Donc c'est ça qui nous a intéressés, et d'ailleurs on a interviewé des artistes qui nous ont ouvert leurs portes, leurs ateliers, et qui nous ont raconté à quel moment ils ont décidé d'intégrer par exemple la marque, la chanson pour Barbie, la marque Barbie dans la chanson Barbie Girl du groupe Aqua, qui est en fait juste une anecdote d'un des chanteurs qui, après une exposition, c'était une exposition sur des jeux d'enfants. Et quand il est sorti de cette exposition, ça lui a donné l'idée de cette chanson Barbie Girl qui a fait un énorme succès au milieu des années 90. Il y a une ambition pop là, du coup, ça fait la marque crée le lien. Ce qui a été très intéressant pendant cette étude, c'est de voir peut-être au fil du temps comment la marque a évolué et dans l'utilisation qu'en ont fait les artistes. Donc, par exemple, quand on voit Proust, Cézanne, Manet, là on voit que la marque, c'est plutôt un symbole temporel, géographique, voire social, pour montrer, par exemple, pour Manet, que la bière basse, qui se trouve donc dans le bar de Folies Bergère, montre en fait sociologiquement la fréquentation de ce bar. Voilà, on va du champagne jusqu'à la bière. Et puis pour Cézanne, on voit que c'est la lecture de l'événement, l'événement qui est donc un journal, c'est quelque chose de temporel et social. Alors qu'ensuite, la marque, elle va jouer beaucoup plus dans quelque chose d'identitaire. Elle va servir à identifier et personnifier des personnages dans des romans. Donc le roman de Bret Easton Ellis sur Moins que zéro, où là, il y a vraiment une personnification, ou de Lerme dans ses chansons, quand il parle des beaux-parents, il y a une panoplie de marques pour justement personnifier les beaux-parents et leur donner vraiment un visage, on va dire, réaliste. La brand, c'est un élément marqueur pour l'artiste dans sa palette. Tout à fait. Donc marqueur temporel, géographique, social, aussi un jeu. Donc on a vu un jeu, donc le plaisir des formes et des logos et de la force de ces signes dans notre société. Et on a le film, le court-métrage Logorama, où là, en effet, tous ces logos, les trois producteurs, réalisateurs ont réellement trouvé beaucoup de plaisir et un jeu d'acte. Enfin, ils ont fait un casting de marques par leur personnalité, les valeurs. Les marques ont été choisies pour jouer des rôles bien précis, kidnappeurs, etc. Donc ça, c'est important. Puis il y a aussi après les artistes qui vont utiliser les marques, mais aussi pour les décrier, pour les dénoncer. On a Zeus qui fait dégouliner donc les logos de Chanel, de Louis Vuitton. On a également Thierry Fontaine qui montre comment les marques, par la production de tous leurs produits en plastique, peuvent en tout cas polluer symboliquement ou de façon tangible notre société. Et puis on a également EZK, par exemple, qui joue là plutôt des jeux de mots quand on voit dans quel monde vit-on. Pas de quartier, évidemment écrit avec un C. Donc il y a un parallèle, il y a un jeu, et c'est vrai que là la marque, parce qu'elle est utilisée
Au travers de ces différentes facettes par les artistes, on voit qu'elle est vraiment dans la culture, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans... C'est un objet social. Hein. Les artistes, comme les consommateurs, tous les acteurs de cette société en ont des images et en jouent. Hein. Ils s'en servent, ils la transforment, ils la déforment. On parle assez peu des artistes digitaux dans le livre. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est presque une posture de hacker que vous nous présentez là? C'est du hacking, c'est du pur détournement. On va détourner l'objet de son sens initial pour donner une vérité, si ce n'est la vérité. Du coup, les marques, c'est un objet, à la fois un signe, un symbole, donc en termes sémantiques, mais aussi en termes graphiques, qui va faire que c'est un jeu, mais par excellence pour les artistes. Les raccourcis sont rapides, tout de suite les gens vont comprendre ce qu'il y a derrière, et puis en termes visuels, c'est extrêmement marquant. C'est presque une bipolarité pour la marque. Elle peut être très excitée comme totalement effrayée par rapport à ses œuvres. Oui, mais aujourd'hui, elles vont être beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus acceptées. Parce que même un message négatif, finalement, au fin de fin, il est positif pour la marque. Tout à fait. Un message négatif est en fait pris de façon plutôt constructive. Et j'avais rencontré récemment, sans la citer, parce que confidentialité la oblige, mais une marque de luxe qui m'avait dit que certaines utilisations de leur marque, il y a une trentaine d'années, ils ne l'acceptaient pas, mais aujourd'hui, il laissait une plus grande liberté à ce monde artistique parce qu'ils savaient que ça permettait aussi de faire rentrer leur marque, évidemment, dans ce monde culturel, mais surtout d'être considéré comme une icône. Par rapport à Andy Warhol, est-ce qu'on peut dire que par rapport à cette récupération, on va dire, des marques par les artistes, il y a un avant Warhol et un après Warhol? Il n'y a pas que Warhol, mais le pop art en général a beaucoup fait évoluer le regard sur la consommation. Mais ce qui est important, et peut-être c'est là où en effet il y a eu le changement, c'est qu'aujourd'hui, et c'était peut-être pas le cas avant, hein, c'est que les marques, quand elles sont utilisées par des artistes, c'est très rare qu'elles portent plainte. Hein. C'était peut-être vrai il y a 20 ans, 30 ans, et encore plus peut-être avant le pop art. Il y a un artiste important, Jay-Z, dans le panel étudié. Alors lui, il y a beaucoup de contradictions, il y a de la dénonciation et en même temps, il y a du symbole de réussite, avec des rapports contrariés avec les marques de champagne en particulier, je crois. Tout à fait, oui, ou de vêtements. Donc, c'est là que, encore une fois, les marques on peut pas, elles sont dans notre culture, on ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas, donc elles sont dans les chansons, elles sont dans les romans. Et Jay-Z, c'est justement ça, il s'en sert, hein, même lui, par rapport à son image, c'est un élément important, mais en même temps, oui, tout ça peut-être, il le sait, n'a pas beaucoup de sens, et c'est pas ça qui fait le bonheur. Enfin, c'est un peu le sens de l'analyse qui a été faite sur les chansons de Jay-Z dans cet ouvrage.